Les dernières personnes prennent place. Et on va commencer. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Avignon. Monsieur le sénateur, heureux de vous recevoir. Madame la vice-présidente du Conseil régional, très heureux également de vous recevoir. Monsieur le directeur de l'OFB, mon cher Olivier Thibault, monsieur le chef du service central des armes, monsieur le sous-directeur de l'eau et de la biodiversité, monsieur le président d'Interprochasse, fraîchement réélu il y a 2 jours à son poste, toutes mes félicitations, monsieur le directeur adjoint de l'ONF qui est là avec nous aujourd'hui, qui a retrouvé hier quelques vieux amis, en la personne du président Lagalis, qui vous avait offert un couteau il y a 30 ans. Comme quoi on dit des fois que les armes peuvent séparer, ce n'est pas votre cas. Apparemment, c'est une belle union de 30 années qui démarre sur une lame locale du Jura. Et voilà, c'est un excellent moment de vous voir vous retrouver. Monsieur le président de la Fédération régionale des chasseurs de PACA, cher Laurent Faudon, monsieur le président de la Fédération départementale des chasseurs du Vaucluse, mon cher Alain, cher président de fédération, et présidente de fédération bien sûr, mesdames et messieurs, vos grades et qualités, mes chers amis. Quel plaisir de vous retrouver si nombreux pour le congrès de la FNC. Quel fantastique programme concocté par la Fédération régionale des chasseurs de PACA, bien sûr avec Laurent à sa tête, qui s'est, il faut le dire, vraiment surpassé. Merci à eux pour cette étape conviviale et gourmande dans cette magnifique ville d'Avignon. Très belle, mais il y a quand même beaucoup d'escaliers, c'est ce que tout le monde me dit. Mais on a passé un très bon moment quand même. Et nous sommes réunis bien sûr dans un lieu, il faut le dire, chargé d'histoire, très impressionnant, à la fois forteresse et palais, la résidence pontificale d'Avignon, le palais des papes, et la plus grande des constructions gothiques du Moyen-Âge. Ce qui est d'ailleurs moins connu, c'est sa bibliothèque, la plus grande d'Europe à l'époque, cristallisa d'ailleurs autour d'elle des clercs très passionnés, de très belles lettres. Je pense à Pétrarque, le fondateur de l'humanisme, qui défend d'ailleurs des valeurs telles que nous connaissons bien pour certaines, la dignité, l'égalité, la fraternité, le savoir, la tolérance, le respect et l'esprit critique. Et vous le savez tous, donc je ne manque pas d'ailleurs. Ce n'est pas mon 9e congrès, en tant que président de la chasse française, qu'il démentira, et vous le verrez dans quelques instants. La chasse est pour moi l'un des rares endroits où l'on trouve encore des valeurs de partage, de tolérance, de convivialité entre des personnes, c'est vrai, d'horizons différents, sans oublier bien sûr, vous le savez, ce qui m'est cher, la transmission de traditions rurales. C'est, vous le savez, le fondement de mon combat à la tête de la FNC au service de la chasse française. Mais cette 9e prise de parole en tribune, devant vous, chers amis, a pour moi une signification particulière. Si l'année 2024 aura été, vous le savez tous, une année chargée, entre Jeux olympiques, élections à répétition, dissolution, censure, vous le savez, les élections européennes avec la liste Alliance Rurale n'ont pas été pour moi couronnées de succès. Alors si à un moment, c'est vrai, j'ai pu douter de ma capacité à mener un combat national d'une telle ampleur en étant tête de liste, et en décidant, c'est vrai, à un moment de laisser ma place, il est par contre certain qu'en politique, 1 et 1 ne font pas forcément 2, et parfois même ça fait moins 2, monsieur le sénateur. Eh oui, c'est comme ça. Et on le dit souvent, la victoire est toujours quelque chose de collectif, mais la défaite est souvent très solitaire également. Heureusement, après cet épisode, le soutien collectif du conseil d'administration de la FNC m'a fait chaud au cœur. Au regard des enjeux qui attendent la chasse française, vous le savez, j'ai annoncé à la rentrée ma décision de rester président de la Fédération nationale des chasseurs. Mais je voulais que les choses soient parfaitement claires. Et j'avais expliqué que je demanderais à mes collègues, lors de notre prochain congrès national, de se prononcer par un vote de confiance sur cette décision. Nous y sommes. Cette expression, qui signifie l'aboutissement d'un choix collectif, prend tout son sens en ce lieu. La fumée blanche, vous l'avez bien compris. Sans faire trop de suspense, je tiens d'abord à vous remercier, et du fond du cœur, l'ensemble de mes collègues, pour leur soutien qu'ils m'ont témoigné hier lors du vote de cette motion de confiance. Merci, simplement merci. Vous êtes 97% à me demander de rester votre président. Sachez que votre confiance m'honore et m'oblige. Fort du résultat de cette motion de confiance, je tiens à vous dire que je me sens aujourd'hui comme au premier jour du reste de mon combat, avec autant d'envie et de ferveur à défendre la chasse et le monde rural, bien sûr. Alors, sans plus attendre, mes amis, allons vers ces sujets qui nous préoccupent et qui sont déterminants pour notre avenir. On me dit des fois, et c'est vrai que je suis un petit peu trop négatif, car je ne parle pas toujours de ce qui
de ce qui va bien et plutôt de ce qui ne va pas. Alors, il y a heureusement plein de choses qui vont bien, vous le savez, et sur cela, nous communiquons toute l'année. Je pense par exemple au franc succès, il y a quelques jours, de l'opération J'aime la nature propre, le week-end dernier. Mais le jour du Congrès national, je veux surtout vous parler de mon action, de notre action pour défendre la chasse et notre mode de vie rural. J'ai promis cette année d'être plus court. Alors, disons que je vais essayer, ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est parti. On va se la jouer précis, j'aime bien, direct, pas de fioritures, un petit chouïa brutal, vous savez que j'adore ça, et pas trop de blabla. Alors, comment faire un discours au Congrès des chasseurs, sans parler bien sûr, en premier lieu, des dégâts de grand gibier aux cultures agricoles qui préoccupent de façon maintenant récurrente nos fédérations autant que nos chasseurs. Je ne peux, et il faut savoir le dire aussi, que me féliciter de l'accompagnement voulu par l'État depuis quelques années, et je dis merci. Merci aux différents ministres de l'écologie qui nous ont permis de solutionner à plusieurs reprises les crises financières majeures subies à ce sujet par nos structures fédérales. Et aussi, c'est vrai, de mettre à notre disposition cette fameuse boîte à outils très efficiente pour une meilleure maîtrise des populations de grands animaux. Je tiens à rappeler ce chiffre qui, à lui seul, résume l'implication des chasseurs. 863 000 sangliers ont été prélevés lors de la saison dernière, 2023-2024. Si la situation s'améliore depuis 2 ans, nous savons tous aussi que ce ne sera malheureusement que de courte durée, car nous constatons, depuis le Covid, nous ne sommes pas les seuls, mais depuis le Covid, une diminution annuelle des effectifs de chasseurs marquante. C'est un croisement de courbes qui visuellement dit plus long qu'un discours, mais s'il fait de lever l'impôt chaque année, en allant, il faut être clair, faire les poches des chasseurs, comme la loi nous y oblige, mes chers collègues, a pu nous donner quelques espoirs à un moment, il est évident que la diminution de 25 000 chasseurs à nouveau cette année ne fait qu'accroître la pression financière sur ceux qui restent. Il est évident que nous avons à faire face à une violente crise du pouvoir d'achat des chasseurs, comme ailleurs, qui pour certains ne peuvent plus se permettre de chasser les grands animaux, et en particulier le sanglier. Alors j'ai le mérite de la constance dans le domaine. Ma demande n'a jamais changé depuis le premier jour de mon arrivée à la tête de la FNC. Les chasseurs ne doivent plus payer l'intégralité des dégâts aux cultures agricoles, même si je soutiens que ceux-ci doivent continuer à l'être, mais plus par nous. Ces indemnisations doivent être pérennisées dans un contexte où la souveraineté alimentaire est une priorité nationale. Dans la prolongation des accords de 2023 entre la FNC, le monde agricole et l'État, je le dis et je le répète, il est nécessaire de poursuivre les réflexions en vue d'une réforme globale et durable du financement des indemnisations aux agriculteurs. Les montants d'indemnisation sont élevés. Ils ont atteint à peu près 90 millions en 22-23 et dépassé les 100 millions en 2021 et 2022. Car si rien n'est fait, mes amis, nous allons vers une chasse réservée à une élite financière et surtout tout droit vers une banqueroute de nos fédérations. Nos parlementaires ont pris conscience de cette situation très grave et ont fait des propositions de loi visées à réformer et à moderniser le régime d'indemnisation des dommages de grand gibier. Je pense au premier lieu au sénateur Laurent Burgoa, que vous devez connaître particulièrement bien, et à la députée Galzi. Il est urgent de trouver rapidement une solution politique et donc législative à ce problème. J'ai évoqué récemment cette urgence à la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, avec en ligne de mire les engagements financiers de l'État dans le cadre des accords signés en 2023. Vous le savez, il manque à minima 10 millions d'euros sur 2 ans. Ce n'est pas une paille, ni sans conséquence, car cela met à mal cet accord que nous avons passé. Alors c'est mon rôle, en tant que président de la FNC, d'être celui qui dialogue avec le législateur au nom de la chasse française. Donc j'ai conscience que le contexte politique a perturbé ces derniers mois. Les ministres sont souvent nommés sans réelle visibilité. Et cette incertitude pèse logiquement sur notre ministère de tutelle, mais aussi sur les ministères qui nous sont proches et a fortiori sur la défense de nos pratiques. Il faut du temps aux ministres pour comprendre nos enjeux et pour les en convaincre. Il ne faudrait pas que le gouvernement français finisse par être obligé de faire comme le ministre de l'écologie japonais il y a peu en finançant de la publicité à la télévision pour recruter des chasseurs devant l'ampleur des dégâts aux cultures agricoles, sans oublier les risques de collision entre des véhicules et des animaux sauvages qui provoquent des milliers d'accidents. Je compte bien, en concertation avec les professionnels agricoles, qui sont nos partenaires, profiter de l'intérêt de certains parlementaires pour avancer
d'un point de vue législatif sur ce dossier crucial pour l'avenir de notre chasse populaire, à laquelle, vous le savez, je suis et je reste très attaché. C'est pourquoi nous avons voté hier une motion, à 100%, à l'unanimité, sur le dossier des dégâts de gibier. Suite à l'amputation d'une partie de la somme prévue dans le plan d'accompagnement, 5 millions en 2024, je vous le disais, et probablement un minima 5 millions en 2025, soutenez-vous le non-paiement des petits dossiers pour la saison 25-26, voire la remise en cause de l'accord si la somme devait être encore réduite. Je ne manquerai pas de m'appuyer sur cette motion en toute transparence pour convaincre mes interlocuteurs de l'impérieuse nécessité d'agir. À travers le sujet du grand gibier, il y a une problématique montante liée au contact des chiens et des sangliers, c'est la maladie d'Ogeski. Là encore, nous avons décidé d'être proactifs sur cette maladie qui touche de plus en plus de chiens courants et qui est une des préoccupations majeures pour la FAC et son président Alain Benazé, présent parmi nous aujourd'hui. Il faut dire qu'avec un vaccin fait pour des cochons et qu'on inocule à des chiens, le résultat ne peut pas être particulièrement concluant. Le laboratoire, qui est à l'initiative de ce vaccin, a été contacté et vient de répondre il y a quelques jours favorablement à notre proposition de recherche sur un nouveau vaccin adapté aux chiens. Bien sûr, il faudra du temps et des fonds de la part de la chasse française, mais aussi européenne, parce que tout le monde est touché. Mais c'est aujourd'hui un enjeu majeur, car sans les chiens, il n'y aura plus de chasse suffisamment efficace pour contenir les populations de suidés. J'ai à nouveau reçu le soutien de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui s'est engagée à faciliter au maximum les étapes administratives d'un tel projet. Merci sincèrement, Madame la ministre. Si par endroits, le grand gibier se porte trop bien, et ce n'est malheureusement plus le cas du petit gibier. Victime depuis 3 décennies des erreurs politiques agricoles européennes successives, il est devenu dans certains territoires ce que j'appellerais l'arlésienne d'Alphonse Daudet, celle dont tout le monde parle mais qu'on ne voit jamais. Les fédérations des chasseurs déploient aujourd'hui des moyens considérables pour maintenir cette biodiversité majeure au sein des champs et des forêts. Je ne peux que les encourager et leur garantir le soutien de la FNC, comme nous l'expliquera tout à l'heure le président Philippe Justeau, trésorier adjoint de la FNC en charge de ce dossier. Pour résumer, j'ai l'impression que c'est à chaque fois la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Le pot de fer, c'est évidemment l'ensemble de cette technostructure, qu'elle soit européenne ou nationale, qui pense et décide pour nous, les braves gens, qui ont, eux, pourtant, les pieds sur terre. Certains les qualifieront d'élite, mais quand je vois, par exemple, le contenu de ce rapport sur les ésodes imaginé par 2 technos de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, je me dis que l'élite n'est plus ce qu'elle était en France. Même si, entre nous, j'ai dû sortir le dictionnaire pour déjà comprendre le titre du rapport, panragonnage sur les ésodes. Panragonnage sur les ésodes. Alors, là, il faut se concentrer un peu. Il s'agit du processus d'analyse comparative visant l'adaptation et l'implantation de meilleures pratiques pour améliorer la performance d'un processus. Je vous fais le pitch en plus simple. Plus de piégeage, plus de déterrage. Cher Didier Lefebvre, cher Jean Masson, c'est fini. Seulement des actions ponctuelles en cas de dégâts économiques. Et des animaux qu'il ne faudrait surtout plus tuer, mais déplacer après leur culture pour qu'ils soient ensuite relâchés avec précaution dans un endroit où ils ne feront plus de dégâts. Enfin, pour l'instant, si tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible, bien sûr. Je résume, la biodiversité ordinaire semble donc condamnée à court terme. Moi, je lance les paris, et je suis certain de les gagner. 2 ans. Seulement 2 ans. Si on fait ça 2 ans, et il ne restera plus rien. On sauve des nuisibles, ça c'est sûr, qui finiront d'ailleurs par se bouffer entre eux, ça terminera comme ça, sans oublier les rapaces, les cormorans, les laridés, et j'ai ri de l'écologie punitive hors sol, mais aussi bien sûr les loups, les petits loulous, dont le nombre est exponentiel, en mode souvent d'ailleurs nouvelle génération spontanée. Effectivement, le loup et la récente modification de son statut qu'il protège moins au niveau international, c'est emblématique. En France, et nos amis éleveurs en sont victimes, la pérennité de l'élevage, du pastoralisme est en question sur nos territoires ruraux. Nous constatons également l'impact du loup sur la biodiversité, avec la disparition d'espèces comme les ongulés à certains endroits. J'espère que le déclassement du loup ouvrira la porte au déclassement d'autres espèces décidées il y a plus de 40 ans et qui aujourd'hui se portent trop bien et sont en train de dérégler durablement certains écosystèmes majeurs.
Vous saurez tout avec l'intervention de Guillaume Agédé, qui a rejoint l'équipe de la FAS en tant que conseiller politique sur les grands carnivores. Je le remercie de sa présence et de son intervention à venir. J'ai aussi une pensée pour le chasseur, qui comparait avec d'autres prévenus dans le cadre de cette histoire tragique qui a vu l'ours Caramel abattu alors qu'elle chargeait. Je cite, « Grièvement blessé par cette ours, j'aimerais que sa parole soit entendue et comprise par la justice. Elle m'a attrapé la cuisse gauche. J'ai paniqué et j'ai tiré un coup de carabine. Elle a reculé en grognant. Elle m'a mordu le mollet droit. Je suis tombé. Elle me bouffait la jambe. J'ai réarmé ma carabine et j'ai tiré. Elle est morte 5 mètres plus bas. » Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Eh bien, moi, je tiens à lui témoigner toute notre solidarité, ainsi qu'au président Fernandez, absent aujourd'hui, qui est allé, bien sûr, au tribunal pour soutenir cette personne. Je sais bien qu'on dira de moi que je suis un réac en matière d'écologie, que je ne comprends rien à la nature et aux écosystèmes. Pourtant, eh bien, moi, j'ai comme l'impression que depuis l'arrivée de l'écologie sur la scène politique, c'est franchement le bordel généralisé dans tous les domaines de la nature. Et la veste verte de Marine Tondelier, la patronne de LV, n'y changera rien. L'habit ne fait pas le moine, madame. Il ne suffit pas d'être en vert pour être écolo. Regardez les chasseurs en orange. Ils consacrent plus de 12 millions de jours par an de bénévolat dédiés à la nature pour le bénéfice de tous. C'est pas moi qui le dis. Ni notre spot TV, c'est l'étude très sérieuse initiée par la FNT, vous le savez, avec Randéa, exercice spécifique. Ce nouveau spot TV qui passe depuis quelques jours, notre 5e d'ailleurs, se veut piquant, mais sans être méchant. Il rappelle cette réalité. Les chasseurs, eux, se sont réellement engagés depuis des décennies sur les enjeux environnementaux. Ils n'ont pas attendu que ces sujets deviennent à la mode pour s'y intéresser. Suivez mon gars, qui croise celui de Sandrine Rousseau, cette grande prêtresse de la déconstruction de l'homme, soi-disant au service de Dame Nature. Celui de tous les tenants de l'écologie, de l'incantation, qui n'agit pas, mais qui est trop souvent donneuse de leçons. Celui des chasseurs, qui, eux, sont dans l'action plutôt que dans la supputation. Car finalement, comme on le dit chez moi, au Nord, il y a les faiseux et il y a les diseux. Alors on peut l'affirmer, plus ces personnes, tout de vert vêtues, se mêlent des questions cruciales relatives à la protection de la biodiversité, moins ça marche. Remarquez, lorsque ton fonds de commerce politique est d'annoncer chaque année la fin du monde pour l'année prochaine, j'imagine que tu n'as pas trop intérêt à ce que les choses s'améliorent. Il y aurait peut-être un petit syndrome là, du pompier pyromane derrière tout ça, je ne serais pas étonné. Comme me dit souvent mon ami Pascal Sécula, qui est là à la tribune, et si tu as un doute, tu as la réponse. Donc j'ai la réponse. Trêve de plaisanterie, car ce ne sont pas des sujets à prendre à la légère. Chers écologistes hors sol, laissez-nous gérer nos territoires au lieu de nous mettre une cible dans le dos, et surtout arrêtez d'avoir des idées. Vous me direz, Willy Schran, il est toujours contre les écolos dogmatiques. Le problème, c'est que même en faisant tous les efforts possibles, je n'arrive pas à trouver le moindre argument pour changer d'avis. Et ce n'est pas mon vice-président départemental Jean-Michel Tacoun ou mon collègue président Yves Butel, président de la Somme, qui est là aujourd'hui, qui siège au parc marin des Hauts-de-France, qui me diront le contraire. Je vais vous donner 3 exemples qui datent d'une quinzaine de jours et qui ont eu lieu au dernier conseil d'administration de ce parc marin. Dans ce genre d'endroit, vous avez une concentration, je vais dire, à la fois de délire écolo-animaliste et d'idées à la con. Tout ça ensemble, c'est dangereux. Premier sujet qui a pris 1 heure. La demande des associations pour la protection de la nature de faire une étude sur l'état psychologique des phoques après l'enduro du Touquet. On se fout de savoir qu'il n'y a pas un rond dans les caisses de l'État, qu'il y a des tas de Français qui souffrent, mais l'état psychologique des phoques à cause du bruit des motos sur la plage, ça c'est un vrai sujet d'actualité. Deuxième sujet, 2 heures. Faut-il être assis ou debout lorsque vous êtes dans un bateau de plaisance sur la mer et que des phoques approchent du bateau? Question. La position debout ne peut-elle pas être une posture agressive pour les phoques qui pourraient ressentir une forme de violence à leur encontre de par cette position de la part des humains lorsqu'ils naviguent dans le territoire des phoques? Dernier exemple. Dans la région PACA d'ailleurs, l'achat d'un vaste territoire de plusieurs centaines d'hectares serait donc sur la table, puisqu'il a été évoqué là-bas, près de Marseille, avec des fonds européens pour protéger une meute de loups de toute pénétration humaine. Réponse des intéressés, bien sûr, ça va passer finger in the nose sans problème à l'Europe, évidemment. À une époque de souffrance humaine et d'incertitude géopolitique comme nous le vivons tous, comment l'Europe peut-elle dilapider les taxes et les impôts de cette façon-là au nom de l'écologie dogmatique et de l'antispécisme? Eh bien voilà pourquoi je ne peux et ne pourrai jamais
partager l'idéologie de ces gens qui, à mes yeux, ont perdu totalement la raison et vivent dans un monde imaginaire et surtout de plus en plus dangereux pour les autres. Il n'y a rien de mieux que les écologues de terrain dont nous faisons partie pour agir et pour trouver les bonnes solutions pour nos territoires et nos espèces patrimoniales, chassables ou non d'ailleurs. C'est un peu malheureusement le même problème idéologique pour la forêt publique française. Si une discussion virile peut s'installer dans la forêt privée, je me rends compte de la difficulté des fois à discuter au niveau local avec l'ONF. Ce n'est pas nos collègues du Grand Est et leur président régional, Jacques Ilébros, qui nous dira le contraire. Là comme ailleurs, il faut le dire, une idéologie anti-chasse, un peu à la sauce Brossier-Palu, sévit à certains endroits, provoquant la colère du monde de la chasse. Et comment se fait-il que les accords nationaux ne soient pas applicables partout et de la même façon? Et pourquoi faudrait-il faire disparaître la méthode scientifique des ICE au profit d'une simple méthode de concertation, parfois utile, mais qui n'a strictement rien à voir avec une méthode scientifique, surtout à l'échelle d'un massif? Je m'arrêterai là pour aujourd'hui, car nous avons dans quelques jours, vous le savez, une réunion à l'est de la France, qui j'espère permettra enfin à tout le monde de vivre la forêt publique de la même façon aux quatre coins de la France, sans subir ce poids idéologique des petits barons locaux. Ensemble, son représentant est là, mais je m'adresse à Madame la directrice de l'ONF, nous allons faire le maximum pour que tout cela rentre dans l'ordre. Concernant encore l'ONF, plusieurs fois lors de notre dernier Tour de France, il m'a été rapporté l'incompréhension des chasseurs des lots domaniaux à devoir à la fois renseigner les prélèvements à leur fédération et aussi à l'ONF. Alors là, il serait dommage de dédoubler les outils de collecte de données et d'obliger les chasseurs à une double saisie. Il nous faut travailler ensemble afin de répondre à vos besoins, mais aussi aux nôtres. Nous disposons d'un outil extraordinaire de collecte de prélèvements et des données qui s'appelle ChasseAdapt. Ce nouvel outil qui a vu le jour avec le PMA Bécasse prend dorénavant une importance majeure dans la connaissance des prélèvements à l'échelle dorénavant de nos territoires. Nous avons été les premiers à créer cet outil fiable et performant. Nous y avons même mis de l'intelligence artificielle avec la fonctionnalité de la lecture d'elle. Nous savons tous que c'est par la connaissance et par la science que la légitimité de la chasse sera consolidée. La chasse française se modernise et entre dans une nouvelle ère évidente de connexion. Certains départements ont d'ailleurs commencé à utiliser cet outil pour mieux connaître les prélèvements de certaines espèces. C'est le cas par exemple du sanglier dans le Calvados, le Lot, la Manche aussi, et aussi le Tang à La Réunion. La prochaine saison, nous allons faire plusieurs essais volontaires sur la dématérialisation du plan de chasse et du plan de gestion. Des bacs virtuels entreront donc en application à l'échelle d'un territoire, avec les mêmes garanties de contrôle que nous apporte la pose d'une bague plastique. Nous verrons à quelle vitesse les fédérations souhaiteront entrer dans ce système. Mais que d'économies réalisées en temps de travail pour nos salariés, et quel précieux outil de connaître en temps réel l'ensemble de nos prélèvements. Je sais que certains veulent que nous appliquions le même principe de connaissance des prélèvements pour les espèces migratrices. Ils ont raison, mon cher Patrick Massenet. Connaître ce que l'on prélève à la chasse garantira une meilleure maîtrise d'éventuels quotas et surtout nous assurera une crédibilité sans faille pour ce genre de pratique. Notre système est dorénavant reconnu par Bruxelles, l'État et les tribunaux. Et je veux dire que sans ChasseAdapt, nous n'aurions aucune chance de voir revenir un quota de tourterelles des bois, d'ailleurs, comme cela se dessine pour la prochaine saison. Je tiens à rappeler que ce résultat est le fruit de la mobilisation de la FNC, de son réseau fédéral et des chasseurs français, et avec l'aide de la FAS, bien sûr. Depuis des décennies, les chasseurs français participent concrètement au suivi de l'espèce, à l'amélioration des habitats et au plan national de gestion de l'espèce concernée. Cet engagement de la FNC et du réseau fédéral des chasseurs a participé à la dynamique de population retrouvée de la tourterelle des bois. C'est également notre engagement constant dans la plantation de haies, et vous savez qu'on en plante énormément, qui aboutit à ce genre de reconquête. Cela doit nous permettre de sortir d'une vision technocratique, binaire et dogmatique de la gestion des espèces. En effet, si la chasse elle est durable et est compatible avec la conservation des espèces, les instances, qu'elles soient d'ailleurs européennes ou françaises, ne peuvent plus demander aux chasseurs d'être responsables en pratiquant une chasse durable et scientifique et au final
Considérez la gestion adaptative comme une machine à moratoire. Désormais, tout sera possible en quelques clics, là où les chasseurs, comme la société, ne souhaitent plus passer des heures à remplir de la paperasse, ça se passera beaucoup mieux. Dans ce contexte, l'État doit comprendre que le temps de la dématérialisation du permis de chasser n'est plus une option, mais une évidence, mon cher Pierre-Édouard Guillain. À l'échelle de son territoire, le chasseur de demain sera une personne connectée, réactive et en contact permanent avec sa fédération comme sa structure de chasse. Qui peut oser dire que la chasse française n'est pas moderne? La chasse n'a jamais cessé de se réformer et de s'inscrire dans une dynamique de progrès, qu'il soit environnemental ou sociétal. C'est dans cette idée que promouvoir la venaison française pour la rendre plus accessible aux consommateurs français est mon objectif, comme celui de mes collègues depuis toujours. Pourquoi? Parce que le sujet de la viande de gibier intéresse bien au-delà des seuls chasseurs. En effet, cet aboutissement de l'acte de chasse doit être au cœur de notre stratégie de reconquête de l'opinion publique. Manger du gibier, quelque part, c'est déjà faire un pas vers la chasse et les chasseurs. En témoigne le succès de notre comptoir à gibier hébergé comme cette année au Salon de l'Agriculture par la région Hauts-de-France et son président Xavier Bertrand, que je remercie chaleureusement. Sur les 9 jours d'ouverture du salon, un peu plus de 60 000 bouchées de dégustation ont été proposées aux visiteurs. Comment résister à une viande sauvage, locale, durable, qui bénéficie en plus de grandes qualités nutritionnelles par sa richesse en protéines et sa faible teneur en matières grasses? Sur le terrain, la situation dans ce domaine de la venaison semble enfin vouloir évoluer dans le bon sens, tout au moins dans les intentions. Car quand je vois la difficulté que nous avons connue pour obtenir enfin le droit de commercialiser les carcasses découpées en 6 morceaux à titre d'expérimentation, je peux vous dire que là, comme ailleurs, le principe de précaution lié à la lourdeur administrative s'avère redoutablement efficace pour ne rien faire. L'objectif de cette expérimentation, qui est effective sur 7 territoires, est de donner la possibilité aux chasseurs de découper un animal en 6 morceaux maximum afin de le commercialiser auprès d'un commerce de détail situé à moins de 80 km du lieu de chasse. Ces commerces de détail peuvent être bien sûr des bouchers, des charcutiers, des restaurants, des traiteurs, mais aussi des grandes et moyennes surfaces. Et la DGAL, toujours elle, nous explique qu'au nom du principe de précaution applicable à l'alimentation, on doit faire des prélèvements extrêmement chers sur toutes les carcasses pour qu'on puisse les consommer, à condition d'ailleurs qu'on puisse enfin obtenir le droit de découper en 6 parts pour tout le monde sur tout le territoire. Je ne sais pas, mais j'ai franchement l'impression que le système pénalise toujours les honnêtes gens. Si on arrive à des situations ubuesques ou aux rondes avant-chasse, on vous demande dorénavant si vous voulez du gibier, pour pouvoir définir le nombre d'animaux qu'on va chasser. Donc s'il n'y a plus de place dans les congélateurs des participants, c'est le tournoi de belote directement improvisé pour la journée. Certaines chasses vous demandent même d'emmener avec vous ce que vous avez tué maintenant. Alors si un doublé de chevrillard, ça peut s'envisager sereinement dans le coffre de la berline familiale, c'est une toute autre aventure avec 2 grands cervidés. Bref, ça fait sourire, c'est vrai, bien que ce soit pourtant mon vécu personnel. Je vous le dis sincèrement, il faut rapidement desserrer les contraintes réglementaires, comme le font d'ailleurs très bien les autres pays européens, pour éviter un immobilisme chronique qui détruit des pans entiers de notre économie rurale et qui nuit à la réalisation des plans de chasse. Le principe de précaution à outrance ne protège dans le fond de rien du tout, ou plutôt ça protège les autres pays qui, eux, continuent d'imonder le marché européen avec de la venaison. Donc moi, je le dis sincèrement, la traçabilité reste plus douteuse. Ces 1000 feuilles de normes à la française, ça nous asphyxie tous. Nous avons, semble-t-il, des fonctionnaires plus que zélés à fabriquer de nouvelles contraintes ou à surtransposer des normes européennes, quel que soit le type d'administration. Ceinture et bretelles, comme on dit. Mais ça ne marche pas dans l'économie du réel. Sans oublier que ces normes, il faut en contrôler l'application. Qu'est-ce que pense le directeur général de l'OFB, cher Olivier Toubeau, qui parle avec son voisin, d'ailleurs je viens de le voir, de tout ça? Bon, Olivier, j'insiste pas. On a tous compris que l'OFB est dans une passe difficile. Vous l'avez constaté, je n'ai pas choisi d'hurler avec la meute. Mon cher Olivier, de façon très officielle, je te témoigne ainsi qu'à toutes tes équipes de tout mon soutien. Vous me connaissez, j'en profite aussi pour vous rappeler, monsieur le directeur, que nous avons quelques dossiers qui commencent à sentir le moisi dans un placard administratif commun. Et oui, Olivier,
Un congrès sans quelques reproches à l'OFB ne serait pas un congrès réussi pour la FNC. Rapidement et sans trop développer, êtes-vous enfin d'accord pour ce permis à l'arc? Pouvez-vous nous donner les coups des franges pour gérer tout l'examen du permis de chasser sous la tutelle de l'OFB, bien sûr? Et puis pour finir, celle que j'aime bien, j'aimerais bien qu'on avance sur l'idée que les fédérations aient un peu plus de police de chasse et de proximité rurale. J'ai rencontré d'ailleurs à ce sujet le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est montré très à l'écoute et je l'en remercie. Nos territoires ont besoin, plus que jamais, d'une police de proximité à la fois cynégétique et environnementale. Je rappelle régulièrement à l'État que nous avons des compétences en la matière, les fédérations. Il pourrait s'appuyer sur le réseau des fédérations, des gardes particuliers, de tout ce petit monde qui est là autour de nous, des chasseurs, au travers bien sûr des agents de développement qui sont assermentés. Ils le sont, nos agents. Aujourd'hui, il y a de nombreux maires qui nous demandent chaque année de leur venir en aide sur ces sujets. Ce dossier, comme tous les autres, font partie des réformes urgentes à mener pour la ruralité française. Mais mon ambition pour la chasse française ne peut s'affranchir du contexte européen. À ce propos, je voudrais vous soumettre une citation bien connue sur l'exil. Édouard Quinet a écrit un jour cette phrase. « Le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien y trouver de ce qui le faisait aimer. » Voici, mes amis, le sentiment que le chasseur rural que je suis partage ce matin avec vous vis-à-vis de l'Europe. Je suis en exil dans mon Europe. Quand je vois comment celle-ci tente par tous les moyens d'empêcher l'utilisation du plomb de chasse dans nos cartouches. Si rien n'est fait, dans 18 mois, le plomb sera interdit dans nos balles de carabine et dans 3 ans pour la grenaille. Si le plomb est un polluant évident à forte dose, et nous le savons tous. Des études ont été menées par plusieurs pays nordiques pour attester que l'utilisation de celui-ci était sûrement, et de loin, le meilleur compromis entre pollution infinitésimale, sécurité pour tout le monde et surtout respect de l'animal tué rapidement et proprement. La seule motivation de Bruxelles vis-à-vis de nos pratiques est de détruire la chasse, en écœurant chaque jour un peu plus ces pratiquants pour des raisons idéologiques et financières. Eh bien moi, je ne peux que me révolter contre ce harcèlement mené par les techno-européens, les élus hors sol de l'écologie punitive ou par l'extrême gauche révolutionnaire anti-chasse, mais aussi par certains fabricants d'armes qui préfèrent, et je le dis clairement, se gaver à court terme grâce à la vente de nouvelles armes en oubliant l'essentiel, mes amis, à savoir les chasseurs qui les utilisent. En ce qui me concerne, c'est pour eux que je me bats tous les jours et que je suis là. Alors il va falloir trouver une solution pragmatique, loin des délires de l'Europe, qui devra respecter à la fois les chasseurs et les fabricants qui tentent vraiment, eux, d'œuvrer pour cette mutation industrielle. Pour cela, il faudra appliquer à la lettre le concept de transition écologique. Une transition, ce n'est pas à la minute. Ce sera du temps long, très long, mais surtout le temps du respect, de la passion qui anime les femmes et les hommes que nous sommes. Je demande donc une période de transition de 10 ans pour la vente et la possibilité d'écouler par la suite son stock de cartouches jusqu'à épuisement. J'attends de notre ministre, Agnès Pannier-Runacher, un vrai engagement sur ce dossier, mais aussi de la part des députés européens, enfin tout au moins ceux qui n'ont pas encore été contaminés par la peste verte locale là-bas qui est très développée. Et franchement, dans le contexte actuel, entre nous, je ne crois pas que les tapis des cartoucheurs vont avoir beaucoup le temps de refroidir pour fabriquer des munitions de substitution pour la chasse en ce moment. Je crois qu'ils vont surtout être occupés à une autre fabrication. Vous m'avez tous compris. Je suis en exil dans mon Europe quand j'observe la haine qui habite la Commission européenne sur la chasse des anatidés et des limicoles avec une obsession, le mot moratoire. Depuis une dizaine d'années, c'est son idée fixe de vouloir sans cesse mettre sous moratoire les espèces liées à la chasse du gibier d'eau. Les canards, les limicoles, les oies, c'est une longue et systématique attaque de la liste des espèces où la seule réponse scientifique qui est avancée est de faire porter le chapeau aux chasseurs. Qu'auriez-vous fait toutes ces années, mesdames et messieurs les anti-tout de l'Europe, si les chasseurs n'avaient pas été là pour protéger par passion pour la chasse les milieux, les zones humides et donc les espèces qui y vivent? Il n'y a que depuis que vous nous volez les territoires pour les sacraliser, avec l'aide de l'argent public d'ailleurs de façon honteuse qui coule à flot, que les problèmes s'accumulent dans ces territoires.
C'est comme votre nouveau Green Deal, qui semble plus que jamais remis en cause et qui n'est qu'un programme liberticide de plus, notamment contre la propriété privée et la liberté de vivre chez soi dans son territoire. J'espère vraiment que le Parlement européen continuera détricoter cette infamie de normes et de contraintes pour la chasse, pour la pêche, pour l'agriculture et en général pour toute activité en lien avec le vivant, qu'il soit faunistique ou floristique. Je suis toujours en exil dans mon Europe quand je vois cet acharnement contre nos traditions cynégétiques et nos identités culturelles. Je veux bien sûr parler des chasses traditionnelles. Nous les pratiquons depuis des millénaires, au bien avant la création de l'Europe et de sa milice verte qui est la DG de l'environnement. Il ne nous reste plus que les palombières pour l'instant. Et c'est encore trop pour ces semeurs de tristesse. Ça les rend malades que quelques oiseaux soient piégés avec des pratiques vieilles comme le monde et comble de l'horreur qu'on prenne du plaisir à le faire. Car il est bien là le nœud du problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec une arme de chasse, ce qui est incroyable, mais vous n'avez pas le droit de piéger un oiseau. La célèbre directive européenne oiseaux vous donne en réalité, selon l'interprétation qu'en font les juges, dans le fond le moyen de détruire les méthodes que l'espèce humaine a dû imaginer pour survivre dans la nature hostile au démarrage de son histoire et par la suite, tout ce qui a été transmis par nos pères et nos grands-pères. J'en profite pour saluer Léa Filiou, agrégée d'histoire, doctorante en ethnologie, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin et qui nous fera part de son analyse à ce sujet dans quelques instants. Certains ont rêvé de cette Europe uniforme, sans saveur, insipide, où l'homme devenu mouton n'aurait plus aucune référence à l'ADN de son histoire. Une Europe où nous serions l'égal des autres espèces, où la vie d'un être humain pourrait enfin se quantifier à celle d'un animal ou d'une plante. Vouloir ainsi, de manière obsessionnelle, gommer les identités culturelles et rurales des peuples composant l'Europe, ça me révolte. Déjà parce qu'un peuple qui ne sait plus d'où il vient, je peux vous assurer qu'il est beaucoup plus facile à manipuler. Il faut se rappeler que la passion pour la chasse et la nature qui coule dans nos veines, celle des premiers hommes qui mélangèrent les besoins de subsistance et le jeu dans le fond, les besoins vitaux et la passion, nous a portés au sommet de la pyramide des espèces. Comme je ne veux plus rester en exil dans mon Europe, ni pour moi ni pour mes enfants, et que je considère encore totalement, je ne suis pas encore, prêt totalement à la quitter, comme le souhaitent dorénavant pourtant des millions de Français, nous avons relevé le défi de cette attaque de la Commission européenne contre la chasse au filet des palombes devant la Cour de justice européenne, aux côtés de l'État. Certains fonctionnaires auraient besoin de venir sur place, d'ailleurs, pour comprendre vraiment de quoi il s'agit et éviter de se ridiculiser en essayant d'éradiquer des chasses patrimoniales parfaitement compatibles pourtant avec ce droit européen. Évidemment, ils ont mieux à faire, notamment militer, c'est la première fois que j'en parle, avec l'association LIER. Pour ceux, LIER, L-I-E-2-R-E. Pour ceux qui ne connaissent pas cette association, disons que des milliers de personnes aux postes clés de l'État, de l'administration ou de la justice en France ou en Europe ont décidé de favoriser l'écologie punitive en faisant, je cite, des services publics le fer de lance de la transformation écologique obligatoire en mettant volontairement aux deux côtés la neutralité de leurs fonctions. Prenez 5 minutes pour découvrir ce nouveau cheval de Troie idéologique des temps modernes. Si vous n'y croyez pas, rappelez-vous les propos d'Alain Bougrain-Dubourg sur cette attaque contre les palombières il y a quelques semaines. Il a annoncé qu'il était capable de faire reculer la Commission si j'acceptais de renoncer à la chasse de quelques espèces migratrices. Ça veut quand même dire que le patron de la LPO a plus de poids sur la Commission que nos élus et nos ministres. Il faut dire que l'Europe sert souvent à l'air casé, on le sait bien. Même pas un journaliste politique, et peu, dans le fond, de presse synergétique pour y revenir et dénoncer ce qui, à mes yeux, est une vraie dérive idéologique. Merci, dans le fond, à Alain Bougrain-Dubourg de m'avoir aussi reproché d'être inflexible à la négociation, prouvant par cette seule phrase que, contrairement à ce que j'avais pu lire ici ou là, je n'ai jamais troqué des morceaux de chasse française contre d'autres. Dans la bouche d'un opposant, c'est toujours plus fort et c'est toujours plus clair. Donc si nous gagnons cette bataille juridique, alors la jurisprudence nous permettra sans doute de gagner sur tapis vert les autres chasses traditionnelles. Je compte évidemment sur notre ministre de tutelle pour ne pas trembler devant les pressions multiples et de ne pas tomber dans le piège du comparatif malheureux, Pierre-Édouard, comme j'ai pu l'entendre lors de sa réponse aux questions du gouvernement.
On ne défend pas les chasses traditionnelles contre les autres chasses, mais tout simplement comme les autres chasses. Devant l'acharnement contre nos passions rurales que nous subissons depuis trop longtemps, le conseil d'administration de la FNC, totalement mobilisé, organise la riposte. Dans ce contexte, vous le savez, la FNC a toujours cherché tous les moyens juridiques possibles pour contester ces décisions nationales et européennes. Je vous donne donc de façon solennelle rendez-vous devant la Cour européenne des droits de l'homme, que nous saisirons prochainement sur l'accusation de détruire de façon méthodique l'entièreté de nos identités culturelles et traditionnelles françaises. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Rendez-vous est pris devant vous. Enfin, nous avons aussi décidé de lancer une action commune à l'ensemble de la chasse française, le samedi 17 mai prochain à 11 h précises, devant toutes les mairies de France. Nous allons donc, tous ensemble, porter toutes nos revendications sur la chasse aux maires de France. Dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque arrondissement, nous allons montrer, même si l'Europe des 27 est trop étendue pour y manifester en nombre, que nous sommes capables de faire passer en même temps sur les 35 000 communes de France un manifeste qui sera notre cri du cœur. Nous demanderons également aux maires, s'ils le souhaitent, de signer ces revendications. Je demande à tous mes collègues ici présents d'organiser et de structurer cette action sur l'ensemble de leur département, avec l'aide bien sûr de toutes les structures de chasse, de nos associations spécialisées et de l'ensemble des chasseresses et des chasseurs. J'invite également tous ceux qui souffrent, comme nous, du diktat de l'Europe pour leur mode de vie et dans leurs pratiques liées à la nature, à se joindre à nous lors de cette grande action pacifique. Je souhaite que l'ampleur de cette future mobilisation reste dans la mémoire collective et montre à tous qu'il est temps de nous respecter et avec nous nos partenaires du monde rural. Un dernier mot sur un sujet qui impacte directement l'image de la chasse française et des chasseurs dans notre pays, mais aussi en Europe, la sécurité. Alors que la saison s'est achevée, les chiffres d'accidents mortels, tous chasseurs, ne sont pas en diminution cette année. J'ai à plusieurs reprises alerté cette saison sur cette impérieuse nécessité de prudence et de responsabilité. Nous avons le devoir d'être irréprochables et d'une extrême fermeté vis-à-vis d'individus qui auraient un comportement inapproprié à la chasse. C'est du bon sens. Et la chasse, c'est du bon sens. Nous avons nous-mêmes renforcé et durci nos règles avec l'objectif de tendre toujours vers le zéro accident. La remise à niveau obligatoire tous les 10 ans de tous les chasseurs sur les enjeux de la sécurité en est la première illustration. Et d'ailleurs, nous sommes déjà plus de 400 000 à l'avoir fait. Un récent avis du Conseil d'État nous donne d'ailleurs raison. Il vient de rejeter la demande de l'association One Voice qui voulait imposer de nouvelles restrictions à la chasse pour des raisons de sécurité. La haute juridiction a estimé que la chasse était suffisamment encadrée, cela ne justifiant pas de mesures supplémentaires. Je l'ai déjà tellement répété, ici, devant vous et ailleurs, mais je le redis encore aujourd'hui, il n'y a qu'une seule règle que nous devons mettre au-dessus de toutes les autres, la sécurité, toujours la sécurité, rien que la sécurité. C'est ainsi que nous pourrons continuer sereinement à partager l'espace public. J'ai bien dit l'espace public, avec tous les autres usagers de la nature, comme cela est le cas depuis toujours. Mes amis, pour conclure, je voudrais remercier mon bureau national, qui se donne autant que moi dans toutes ces problématiques qui rythment nos vies associatives autant que privées. Remercier aussi, il est là-haut, à travers son directeur général, Nicolas Rivet, l'ensemble des collaborateurs de la Fédération nationale des chasseurs, et aussi tous nos porteurs de missions externes à la structure. Sans eux, mes amis, nous n'aurions pas su transformer nos structures comme nous l'avons fait depuis 2016. Auriez-vous simplement imaginé il y a 10 ans que la chasse un jour ferait de la publicité à la télévision, comme c'est le cas depuis 5 ans, et communique sur l'ensemble des réseaux de communication modernes? Auriez-vous pu imaginer, il y a quelques années, nous serions en capacité d'avoir des fédérations départementales, régionales et nationales avec des services structurés et aussi compétents en matière de dégâts, de forêts, de petits gibiers, d'aménagement du territoire, d'environnement, de communication, de juridique, d'informatique? Je mesure chaque jour le plaisir personnel
d'avoir pu avec vous contribuer à la naissance d'une structure moderne et efficiente au niveau national, qui continuera son évolution en phase avec la modernité de son temps. Mes amis, tant que je serai là, je veillerai à ce que cette maison reste une machine de guerre, à défendre et à promouvoir une chasse plurielle et surtout populaire. Quant aux jeunes d'entre vous, il y en a quand même, qui seraient un jour sur cette estrade derrière mon dos. N'oubliez pas le travail qui fut le nôtre et combien la chasse française, mes amis, doit rester unie et avoir une FNC puissante et respectée pour qu'on réussisse tous. Rassurez-vous, ce n'est pas un discours d'adieu, c'est simplement une prise de conscience d'avoir failli partir sans finir le travail et sans avoir pris le temps de vous dire ces quelques mots qui viennent du cœur. Je prendrai donc le soin de vous les redire à chaque fin de discours, pendant de longues années encore, pour être sûr de ne pas quitter ce poste un jour avec un sentiment d'inachevé qui m'amènerait à finir ma vie avec des remords, ou pire encore, avec des regrets. Merci à tous, vive la chasse, vive la ruralité. Merci. Merci à vous.